Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à une nouvelle édition de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat, en compagnie de Charles Daigneault. Bonsoir. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on va être aux limites de l'insolite un petit peu. Toi, tu vas nous parler de légendes. Du Québec. Du Québec. Alors, on va parler de personnages légendaires dont certains, surtout ceux de notre génération, ont souvent entendu parler, moins les jeunes, et c'est dommage. Et c'est pour ça que c'est un peu à ça que peut-être que ça sert notre émission, entre autres. Moi, je vais commencer avec... On ne sera pas tout à fait dans les légendes, mais on n'en sera pas loin. On va être dans la fumisterie et les théories du complot aussi. On va parler d'un personnage en particulier, Léo Taxil, dont le vrai nom était Gabriel Antoine Jorgan Paget. Disons une chose, pour situer ce personnage-là, on a dit de lui qu'il avait réussi une mystification transcendante parce qu'il y a des gens qui ont fini par la prendre tellement au sérieux qu'elle a fini par prendre une certaine réalité. Pour parler de Léo Taxil, il faut remonter au 19e siècle et parler de la franc-maçonnerie. Après la Révolution française, de la fin des années 1700, il y a eu toutes sortes de théories attribuant aux francs-maçons l'origine de la Révolution française et de toutes les révolutions dans le monde. C'était vraiment des complotistes. C'était une des premières théories du complot, très populaire en Occident. Et en même temps, au 19e siècle, il y a un retour du religieux. Et là, c'est la bataille au 19e siècle idéologique entre l'Église, surtout l'Église catholique, et les francs-maçons et tout ce qui est laïque, etc. C'est là qu'apparaît, vers la fin du 19e siècle, Et on dit bien sûr que les francs-maçons sont une société inspirée par Satan. C'est là qu'apparaît notre personnage. Gabriel Antoine Jorgan Paget, Léo Taxil, c'était un de ses nombreux pseudonymes, parce qu'il dissimulait souvent sa propre identité, parce que c'était vraiment un champion de la fumisterie. On a dit de lui qu'il avait monté assez de bateaux dans sa vie pour couler la Royal Navy. Il est né en 1854 à Marseille. Déjà, Marseille est reconnu pour ce qu'on appelle là-bas la galéjade, la bonne histoire exagérée. Alors là, vous avez le maître, dans le cas de Jorgan Paget. Il avait eu une excellente éducation chez les Jésuites. Il est ressorti de là farouchement anticlérical. Et il a été expulsé, en fait, en 1868. Il a participé à toutes les émeutes scolaires au lycée de Marseille. Et éventuellement, il s'est lancé dans une longue carrière de journaliste. Et il a publié une série de pamphlets au titre assez révélateur et très coloré, « Les soutanes grotesques »,« La Bible amusante »,« L'empoisonneur Léon XIII et 5 millions de chanoines ». Et en 1873, il dirige son propre journal à Marseille, La Marotte. Et là, on est à une époque, après la chute du Second Empire, la France est en train de rétablir la République, mais on est ultra-conservateur. Et on a un gouvernement ultra-conservateur. Et La Marotte, évidemment, est à l'opposé de ce gouvernement-là. C'est un journal de gauche. Alors, le général qui commande la garnison de la ville fait fermer le journal de Léo Taxil. Ah ben là, ça va lui coûter cher. Alors, quelques jours plus tard, une panique dans la ville. On a des lettres qui arrivent dans les principaux journaux. Il y a des requins particulièrement dangereux qui se promènent dans le port de Marseille. Les bateaux de pêche n'osent plus sortir. Et le commandant, voyant ça, n'écoutant que son courage, part sur un remorqueur avec une compagnie de soldats armés de fusils pour tirer les requins. Évidemment, il n'y en a pas un dans le port. La carrière du commandant, ça ne remettra jamais. Il s'est couvert de ridicule. C'est juste 34 ans plus tard qu'on a su que c'était Léo Taxil qui avait monté ce bobard-là. En tant que vengeance. C'est ça. Il s'était vengé. Quelques années plus tard, il repart en campagne. Alors, il s'installe à la frontière de la Suisse et de la France, où il y a le lac Léman, un très beau lac, où beaucoup de voyageurs et de vacanciers vont se promener. Alors, tout d'un coup, des brochures apparemment sérieuses arrivent à des revues scientifiques qui signalent l'existence d'une cité engloutie au fond du lac.
Et là, voilà et là, on nous sort des pseudo-documents d'écrivains de l'Antiquité qui en avaient déjà parlé, que c'était là dans le temps de Jules César, que le lac était plus étroit à l'époque, qu'il s'était agrandi, que la ville était engloutie. Et là, des archéologues arrivent et on se promène sur le lac avec des lunettes pour regarder sous l'eau puis chercher la ville, puis il y en a qui prétendent l'avoir vue. Évidemment, personne ne fait le lien avec le fait que de l'autre bord du lac, à Genève, Léo Taxil est installé là et que c'est lui qui produit toute cette documentation. Et à un moment donné, on va finir par s'en rendre compte quand même, là. Et là, c'est lui qui va rire. Il va être expulsé du canton de Genève, par contre, à cause de cette affaire-là. Là, il va repartir comme journaliste, surtout qu'en 1878, la gauche arrive au pouvoir en France, la gauche de l'époque, c'est-à-dire républicaine. Donc, il peut enfin rentrer chez lui et publier tout ce qu'il veut. Et il a beaucoup de succès avec plusieurs publications. Mais là, en 1885, arrive quelque chose. Il déclare qu'il a été touché par la grâce alors qu'il travaillait à une traduction du procès de Jeanne d'Arc en français moderne. Alors, dans les mois suivants, il annonce qu'il est de retour à la religion catholique, fait une retraite dans un couvent des environs de Paris, rencontre un prêtre, va se confesser et va en pèlerinage pour rencontrer ses anciens maîtres jésuites et se réconcilier avec eux autres, liquide sa librairie anticléricale. Et c'est la nouvelle, l'Église, les catholiques en France pavoise, il était connu comme l'anticlérical le plus enragé de la France. Là, ils viennent de le rentrer dans le troupeau. Yeah. C'est ça. Et là sortent les aveux, parce qu'il avait déjà été franc-maçon, lui. Alors, publication. En feuilleton dans les journaux, il va publier 2000 pages d'un texte qui s'appelle « Révélation complète sur la franc-maçonnerie ou le diable au 19e siècle ». Et là, son thème, c'est la franc-maçonnerie, c'est un paravent pour une religion sataniste, le palladisme. Et ses objectifs sociaux et politiques ne sont que des moyens pour miner le culte du Dieu des chrétiens, que les palladistes appellent Adonai, et instaurer sur la terre le règne de l'ange déchu, Iblis, alias le diable. Alors, il y a un collaborateur, le docteur Charles Axe, un médecin qui a beaucoup voyagé, qui lui sert d'informateur, soi-disant, pour donner des révélations sur la franc-maçonnerie ailleurs dans le monde. Et là, on nous révèle un réseau souterrain immense et où on fait des sacrifices, où on a des cérémonies satanistes, où le diable apparaît pendant les cérémonies. On nous parle d'une certaine Diana Vaughan, qui serait une maîtresse des francs-maçons, qui vit à Charleston, en Caroline du Sud, et serait la fille de Satan en personne. En passant, il existait bel et bien une Diana Vaughan en Caroline du Sud. Elle serait, selon lui, la grande prêtresse du culte de Satan. Et on se réunit au temple maçonnique de Charleston sous la direction du général Albert Pike, qui, lui, existait réellement et qui était vraiment un maître franc-maçonnique. Mais là, tout ce qu'on y attribue là-dedans, c'est épouvantable. Alors, on est en communication avec les forces infernales. On fait des orgies blasphématoires. On lui fait visiter un laboratoire secret sous le rocher de Gibraltar où on cultive les microbes de la peste, du typhus et d'autres maladies infectieuses pour éventuellement provoquer des épidémies partout dans le monde. Ça, c'est les Anglais qui font ça parce qu'on dit « l'Anglais maudit tout ce qu'il touche ». Il semble que ce soit une infirmité dont Dieu ait frappé ce peuple. Parce que Taxil sait très bien que les ultra-catholiques en France, pour la plupart, sont aussi très nationalistes et détestent les Anglais. Donc, ça marche aussi. Il en rajoute un petit peu en déclarant que Bismarck, qui était le premier ministre de l'Allemagne lors de la défaite française de 1871, avait reçu des ordres directs de Lucifer. Alors, on peut voir des scènes de toutes sortes là-dedans. Wow. Le pape Léon XIII avait déjà déclaré que la franc-maçonnerie est inspirée par Satan. Il va recevoir Léo Taxil en entrevue, en audience privée. Il va recevoir des lettres d'encouragement de Sainte Thérèse de Lisieux. Donc, c'est en effervescence. On pense que là, on a quelque chose vraiment, là, on a des preuves, enfin, de tout ce qui se passe.
de tout ce complot mondial maçonnique. L'horrible vérité sur les francs-maçons va sortir. C'est ça, il est en train de sortir. On pense qu'on l'a, là. Puis, le 19 avril 1897, mois d'avril, dommage, c'était pas le 1er avril, à Paris, plus précisément à la Société de géographie, Léo Taxil prononce devant une assistance assez estomaquée les mots suivants. J'arrive donc à la plus grandiose, il faudrait le dire avec l'accent marseillais, j'imagine, j'arrive donc à la plus grandiose fumisterie de ma vie. Et là, il raconte que tout ça, c'est de la blague, qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'il a fait. Et là, il se fait insulter, manque de se faire lyncher sur place, se sauve et il va plus tard raconter. Quand a paru l'encyclique Humanum Genus, dirigée contre les francs-maçons, j'ai pensé qu'il y avait là matière à battre monnaie avec la crédulité et l'insondable bêtise des catholiques. Je racontais des scènes abracadabrantes que je plaçais dans ces contrées exotiques, certaines que personne n'irait voir. Et pour bien enfoncer le clou, il écrivait ensuite « Ainsi, parfois, quand je lançais quelques bourdes un peu trop fortes, par exemple, l'histoire du diable transformé en jeune fille pour épouser un franc-maçon et se changeant le soir en crocodile pour jouer du piano. » Il y avait ça dans ses histoires. Mes collaborateurs, riant aux larmes, me disaient « Vous allez trop loin, mon cher, vous allez tout gâter. » Et je leur répondais « Bah, laissez donc que ça passera. » Et ça passait. Et pour ajouter l'injure à l'insulte, il va écrire une lettre au pape Léon XIII qui va lui envoyer avec un exemplaire d'un de ses livres. Et on y trouve dans sa lettre des perles de ce genre-là. Car savoir qu'on a été mystifié pendant 12 ans par un libre penseur sceptique est chose éminemment désagréable quand on est le représentant de l'Esprit Saint, quand on est directement et de façon permanente inspiré par le divin pigeon. Mais savoir que cette posture ridicule est connue du monde entier, voilà le comble du désagrément, voilà ce qui vexe au suprême degré. Ô mon pape, quelle tuile pour le dogme de votre infaillibilité. Parce que ça faisait pas longtemps à l'époque qu'on avait proclamé le dogme de l'infaillibilité pontificale. Alors là, on se dit, tout le monde le sait, maintenant c'est une fumisterie, mais c'est rarement si simple que ça. Là, il y a des journaux catholiques qui laissent planer le doute. Ils disent « Ah, c'est parce que les francs-maçons ont réussi à récupérer Léo Taxil et lui ont fait renier ses aveux. Et en réalité, c'était tout vrai ce qu'il nous avait dit. » Encore en 1934, donc 40 ans après, un certain Léon Fry, en France, écrivait dans un ouvrage intitulé « Léo Taxil et la franc-maçonnerie ». Il est incontestable que Léo Taxil avait des documents authentiques émanant de l'intérieur même des ligues sataniques. C'est donc qu'il y avait encore des gens qui y croyaient, même 40 ans plus tard, même si lui-même avait avoué. Et ça a eu de l'influence même au Québec, cette histoire-là. En 1898, Jules-Paul Tardivelle, écrivain nationaliste, publie un roman intitulé « Pour la patrie », qui est un roman d'anticipation qui raconte l'accession du Québec à l'indépendance en 1946. Et là-dedans, il nous raconte comment un homme intègre, catholique et nationaliste, Joseph Lamirande, parvient à déjouer les plans du diabolique Aristide Montarval, franc-maçon et adorateur de Satan, qui vise à maintenir le Québec dans la Confédération, aidé par des politiciens anglophones. Et ainsi, les Canadiens français vont être assimilés et abandonneront le catholicisme, ce qui serait une victoire pour Satan. Alors, il y a beaucoup d'inventions futuristes là-dedans, mais il y a aussi des scènes religieuses, dont une apparition de Satan au tout début, qui va tout à fait dans le rituel décrit par Léo Taxil dans ses œuvres, et qui donne la mission à Joseph Lamirande, pas à Joseph Lamirande, mais à Montarval, d'aller abattre la croix sur les rives du Saint-Laurent. Donc, il lui dit « Traverse les mers, rends-toi sur les bords du Saint-Laurent, où tes ancêtres ont jadis planté l'étendard de mon éternel ennemi. C'est là que ton œuvre t'attend. La croix est encore debout sur ce coin du globe. Abala compte sur mes inspirations. Ah, ça fait toute une c'est la croix de Jacques Cartier, j'imagine. C'est la croix en général. En général, qui désigne la religion. C'est toute une paternité pour le fédéralisme.
Et ça correspond donc tout à fait aux cérémonies écrites par Léo Taxil. Et il n'a pas été le seul, Jules-Paul d'Ardivelle, à se laisser influencer par ça. Encore en 1991, le révérend Pat Robertson, candidat de la droite religieuse aux élections présidentielles américaines, a attribué la citation suivante à Albert Pike, le leader franc-maçon de Charleston, « Lucifer, dieu de la lumière, luttant pour l'humanité contre Adonai, le dieu des ténèbres et du mal ». Donc, on est encore dans cette mouvance-là. Mais en plus, à Paris, après 1900, on commence à signaler l'existence réelle de sectes satanistes dont le cérémonial et le dogme ressemblent à ceux décrits par Léo Taxil. Autrement dit, on s'est inspiré du roman pour créer une vraie secte. C'est pour ça qu'il y a un auteur qui a parlé de mystification transcendante. Ah, voilà. Et ça va être, d'ailleurs, on va retrouver les thèmes aussi du palladisme chez un certain Aleister Crowley, Ouais. qui est un sataniste célèbre des années 1920. Alors, une secte inventée de toutes pièces va finir par s'incarner, en quelque sorte, tellement son histoire va marcher. Et le plus drôle, c'est que Léo Taxil lui-même l'avait prédit, et la niaiserie de ces gens-là, il l'avait dit, et la niaiserie de ces gens-là est telle que si je leur disais aujourd'hui que je les ai roulés, ils refuseraient de me croire. Bien, c'est exactement ça qui est arrivé. Et certains des auteurs ont aussi trouvé des ressemblances entre l'univers décrit par Léo Taxil et l'œuvre de Lovecraft. Donc, Philip Lovecraft qui a été influencé dans ses nouvelles pour ça, mais aussi, c'est vrai, 2005, les téléspectateurs québécois ont pu voir les personnages du feuilleton Virginie, écrit par Fabienne Larouche et diffusé à Radio-Canada, discuter très sérieusement des liens de la franc-maçonnerie avec le satanisme et mentionner Albert Pike. Un mythe, quand c'est créé, ça refuse de mourir. Par contre, Gabriel Jorgan-Pagès, à Léo Taxil, lui, il est mort en 1907. Ça a passé inaperçu à l'époque. Donc, on peut penser que ce n'était pas un autre canular et que c'était vraiment un vrai qui était mort. Et c'est là-dessus que je termine mon sujet. Mais là, on va embarquer dans les légendes. On n'est pas si éloigné, finalement. Puis, tu as parlé aussi d'un mythe. C'est bien parce que faut faire un peu la différence entre mythe et légende, qui ne sont pas nécessairement la même chose. Là, ici au Québec, la culture québécoise comprend tout un ensemble de légendes qui sont spécifiques. C'est une démonstration d'une culture, ça, lorsqu'on a, au cours des siècles, parce que toutes ces légendes-là, quand même, qu'on a ici au Québec, bien, pas toutes, mais en majeure partie, ont leur origine dans la vieille France et même au-delà de ça. Nous autres, à Histoire à dormir debout, c'est le fun, c'est qu'on peut parler d'histoire, mais on peut parler aussi des légendes, des mythes, et puis on n'est pas obligé de demeurer dans la réalité historique comme telle. Ce qui arrive, c'est que les légendes et les mythes font partie de l'histoire dans la mesure où ils font partie de la voilà. culture. C'est là où on va en venir. Une légende, ça vient en fait le mot légende vient du latin legenda, qui veut dire doit être lu. Au début, il s'agissait de ce qu'on appelle des hagiographies, c'est des récits qui racontent la vie des saints. Donc, c'était lu dans par exemple, les monastères. Et puis, quand les gens avaient un divertissement, quelqu'un leur faisait la lecture pour ça. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'à un moment donné, on commençait à manquer de matériel. On peut en dire autant sur les saints, mais à un moment donné, on a fait le tour de la question, puis on recommence. Donc, tranquillement, au cours des années, se sont insérés à ça des récits populaires. Et puis, c'est ce qui amène au niveau d'une légende. La différence entre un mythe et une légende, c'est que une légende tient souvent de faits réels. Dans le sens, c'est raconté, mais le fait réel est plus conséquent. Il y a seulement l'origine de ça. Alors qu'un mythe, lui, est là pour expliquer des phénomènes cosmiques, pour donner une explication religieuse. On va créer une chose pour donner une raison d'être à une autre, en fait. C'est un environnement. Mais la légende, elle, quand j'étais plus jeune, je me suis intéressé à ça, puis j'ai lu les légendes, des contes pour enfants de tous les pays. Et puis, il y a des thèmes qui reviennent, qui sont dans tous les pays. Ces thèmes-là, on les retrouve ici au Québec aussi. Il y a des thèmes universels. Exact. Mais chaque pays a sa façon à lui de les articuler, si on peut dire. C'est ce qui nous amène ici au Québec.
là, on en a une énorme quantité. Moi, j'ai puisé dans l'œuvre de Yann Perrault et puis de Brian Perrault, pardon, et d'Alexandre Girard. Ils ont fait une compilation des légendes, ils sont très bien racontées. Et puis, ces livres-là, je les recommande. Il est encore disponible, le tome au complet. Au début, c'était 2 tomes, mais là, on peut le retrouver là, en librairie. Ceux qui sont intéressés par les légendes, c'est une très, très bonne lecture. Et puis, là, je vais donner des titres de légendes parce que les titres sont évocateurs. Même si on ne connaît pas la légende, on va tout probablement reconnaître quelque chose. La coureuse des grèves, mon frère m'avait déjà parlé de ça, c'est la croix maudite de Cossapscal, la dame au glaïeul, que j'ai déjà entendu l'histoire aussi, la dame blanche. Tu as déjà conté l'histoire de oui, Corriveau. Parce qu'elle faisait partie, la dame blanche, du spectacle Les légendes fantastiques, dans le temps que ça existait à Drummondville. De l'auteur, d'ailleurs. Et oui. Arrêtez, petit détail, mais celle qui jouait la Dame Blanche dans le spectacle, c'était une jeune fille qui s'appelait Brigitte Boisjoli. Ah, bon. Ouais. Alors, la Dame Blanche, la R qui est une créature sauvage et dangereuse. Là aussi, au Québec, on a la particularité d'avoir rajouté aussi et emprunté aux légendes amérindiennes. Comme le Calumet de la Sagesse, qui est une très belle légende aussi. Le bateau fantôme de Gaspé. Là, on revient avec l'arrivée des Français en Nouvelle-France. Les chevaux marins de l'île d'Anticosti, quel titre poétique, s'il y en est un. Le cochon bleu de Saguenay, lui, il est moins poétique un petit peu. J'ai déjà parlé, moi, du monstre du lac Memphremagog. Qui fait partie de la légende aujourd'hui. Le noyer du lac des Piles, je connaissais l'histoire aussi, on en a peut-être entendu parler en Mauricie. Bon, évidemment, le Sasquatch, le sauvage mouillé, des Jack Mistigris. On a des lutins ici, et puis la créature fantastique du Québec, c'est le nain jaune. Oui. On va avoir les Corrigan en Irlande, les Leprechauns. Ici au Québec, c'est le nain jaune. Lui, c'est un séducteur miniature qui est un bonimenteur et qui se cherche une compagne depuis plus de 400 ans. Cependant, il se qualifie d'être très, très riche et il connaît le secret des mines d'Anatolie, des mines d'or, et puis il invente toutes sortes de choses et il est très, très, très emmerdant quand il s'attache à toi. La seule façon de s'en débarrasser, c'est de lui demander pourquoi il est jaune. Là, il vient en maudit, puis il s'en va. Alors là, on a une légende qui est vraiment là, un thème qui est typiquement québécois ici. Le rocher percé a donné naissance aussi à une légende très connue, très colorée. Les sorciers de la Beauce, l'île au massacre, la chasse-galerie que tout le monde connaît, qui a fait le tour du monde. Qui a fait l'objet d'un film récemment. Le boucher de Saint-Valérien, le Wendigo, le gougou, les arbres qui saignent, les feux follets. Et puis d'autres histoires aussi, comme on va un peu partout, on a des roches mystérieuses où a eu l'apparition du diable. Il y en a à Trois-Pistoles, Saint-Lazare, Grand-Mère, le rocher de Grand-Mère, Roxon Pond, l'homme sans tête sur la côte nord, la pousseuse du parc des Laurentides. Ça, c'est assez récent, celle-là. C'est une de nos premières légendes urbaines. Et puis celui-là ici, cette légende-là que je ne connais pas, là, les squelettes du lac des Tombeaux. Je sais que le lac des Tombeaux existe, par exemple. Les chiens volants, c'est un peu moins connu aussi, le sorcier de l'île d'Anticosti et autres. Bon. Ça, c'est simplement un petit échantillon de légendes qu'on peut avoir ici. Je vais rapidement finir en vous en conter une, qui est ma préférée, c'est celle de la tête qui roule. Alors, ça raconte l'histoire de Jean Soulard, qui faisait partie de la confrérie des passeurs, qui traversait gens et marchandises entre Québec et Lévis par tout temps. Beau temps, mauvais temps, les passeurs étaient là pour faire rouler l'économie puis traverser les fêtards, des fois, dans le temps des fêtes. Alors, lui se vantait, notre Jean Soulard, d'être le meilleur des passeurs et puis qui était capable de faire traverser le fleuve, beau temps, mauvais temps, n'importe quelle condition. Si vous aviez l'argent pour payer, vous alliez traverser. Ce qui devait arriver arriva. Un bon jour, il y a un groupe de touristes étrangers est embarqué à bord du chaland. C'est la débâcle sur le fleuve. Les glaces emportent le chaland. Soulard s'en sort en grimpant sur un bloc de glace, mais ses passagers meurent. Alors, il a trahi son serment, il a trahi sa fonction, il est rejeté par
la confrérie des passeurs. Et il va s'adonner à ce moment-là à l'ivrognerie, la boisson, la vantardise, les bagarres. Mais de temps en temps, il possède encore un bateau. C'est un bateau à roues aussi à l'époque, mais l'hélice était plus efficace. Alors, il va, en se vantant un soir de tempête, un groupe de fêtards veulent aller terminer à Québec leur nuit de beuverie. Et puis, Soulard, qui est déjà sous, lui, va dire « Je vous embarque, je vous traverse ». Et là, les glaces rompent encore, mais ce coup-là, c'est Soulard qui tombe à l'eau. Là, il essaye, comme la dernière fois, de se rattacher à une glace, de remonter. La glace, un autre morceau de glace tranchant arrive, le décapite carrément, la tête revole dans les airs, les passagers sont horrifiés par ce qu'ils voient, la tête roule sur la glace et disparaît dans les profondeurs du fleuve. Heureusement, par miracle, ils réussissent à rejoindre la rive, ils sont sauvés, mais ils vont tous mourir d'une raison ou d'une autre, un accident l'année subséquente. Et si vous êtes là durant la nuit, à 4 heures du matin, à la débâcle sur le fleuve Saint-Laurent de Québec-Lévis, puis que vous voyez la tête à Soulard qui roule en sacrant et en saignant sur les glaces, bien, il risque que vous aussi, vous risquez de mourir l'année suivante. Et voilà la légende. C'est fascinant. En fait, je me suis un peu étendu sur mon sujet, puis je me dis, il faudrait y revenir aux légendes dans une émission subséquente parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire de ce côté-là. Et on t'a parlé du lien souvent avec la réalité. C'est toujours intéressant à explorer. Moi, ça a toujours été une de mes passions, le lien entre la réalité et la fiction. Alors, c'est une très bonne idée, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous, on se reprend là-dessus. Et c'est là-dessus qu'on me fait des signes, comme quoi on achève. Alors donc, je me permets de vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Restez à l'antenne de TV-CBF. On se retrouve. Et ça, c'est pas une légende. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore les prothèses pour aller à l'eau.